L'excitation d'avoir une nouvelle voiture électrique dans son garage, c'est incroyable. Mais très vite, cette excitation se heurte à une question super concrète. Comment on la recharge à la maison? Et là, le premier réflexe pour beaucoup, c'est de sortir son téléphone, d'ouvrir Amazon, de taper chargeur voiture électrique et de trier par meilleure vente. Aujourd'hui, on va justement faire une analyse approfondie de ce parcours, celui de l'installation d'un chargeur domestique. On a rassemblé pas mal de sources, des guides techniques, des articles d'experts, des comparatifs et surtout des témoignages assez alarmants sur Reddit et des forums qui montrent que ce simple clic sur acheter peut être une très mauvaise idée. Absolument. La mission aujourd'hui, c'est de démystifier tout ça. On va décortiquer comment mettre en place une solution de recharge qui soit non seulement efficace, mais surtout, et j'insiste, totalement sûre. Et on va se concentrer sur le vrai champ de mine que peuvent être les places de marché en ligne comme Amazon. L'idée, c'est de savoir exactement quoi regarder et, plus important encore, de repérer les pièges à éviter à tout prix. Parfait. Alors commençons par la base. Quand on achète une voiture électrique, elle est livrée avec un chargeur, non? On peut juste la brancher et c'est réglé. Oui, dans la plupart des cas, elle vient avec ce qu'on appelle un chargeur de niveau 1. C'est le plus simple, il se branche sur une prise de courant standard, une prise de 120 volts, comme celle de ton grille-pain, quoi. Ah d'accord, donc pas besoin d'installation particulière. Non, c'est ça l'avantage. Le gros inconvénient, c'est sa lenteur. On parle de récupérer entre 3 et 11 km d'autonomie par heure de charge. Attendez, 3 à 11 km par heure. Ça veut dire que pour une recharge complète, il faut plus de 2 jours. C'est ça. Nos sources indiquent qu'une recharge complète sur un véhicule moderne peut prendre entre 40 et 50 heures. Ah oui, quand même. C'est à peine suffisant pour compenser un aller-retour au supermarché. Exactement. C'est viable si on a une hybride rechargeable avec une petite batterie ou si on roule vraiment très peu. Mais pour un usage quotidien, ce n'est tout simplement pas réaliste. C'est une solution de dépannage, voilà. D'accord. Donc le chargeur de base, c'est bien pour dépanner, mais pour vivre avec une voiture électrique, le niveau 2 est incontournable. C'est là que les choses sérieuses commencent, j'imagine. De quoi il s'agit exactement? À domicile, ça fonctionne sur du 240 volts, le même type de circuit qu'une cuisinière électrique ou un sèche-linge. Et là, la différence de vitesse est juste énorme. Ah oui. On peut recharger entièrement une voiture en 4 à 10 heures. On rentre le soir, on branche la voiture et le lendemain matin, elle est à 100%. C'est ça la vraie commodité. Et niveau budget, ça coûte combien de passer à ce niveau-là? Alors, d'après les guides qu'on a consultés, l'appareil lui-même, la borne, coûte généralement entre 400 et 1200 dollars, plus l'installation par un pro bien sûr, mais on y reviendra. Ok, 400 à 1200 dollars. Mais quand je regarde sur Amazon, là tout de suite, je vois des chargeurs de niveau 2 qui ont l'air super, avec des centaines d'avis 5 étoiles pour 250 ou 300 dollars. Ça semble être une affaire en or, non? Et c'est précisément là qu'on entre dans la zone de danger. C'est un des points les plus importants soulevés par nos sources, notamment un article très fouillé du magazine Charged. Il révèle une réalité assez inquiétante. Une grande partie des chargeurs les plus vendus sur Amazon ne sont tout simplement pas certifiés par un organisme de sécurité reconnu. Pas certifié. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pensais qu'Amazon avait des règles pour ça. C'est plus compliqué. Les grands magasins physiques, eux, exigent quasi systématiquement des tests de sécurité par des labos indépendants. Les plus connus sont UL pour Underwriter the Laboratories et Intertech qui donne la marque ETL. Mais la politique d'Amazon est bien plus souple. La plateforme se positionne comme une place de marché, un intermédiaire, et ça permet à des vendeurs tiers de vendre des produits qui n'ont jamais passé ces tests. Et c'est grave. Qu'est-ce que ça implique concrètement qu'un chargeur n'ait pas ce petit logo UL dessus? Ça implique qu'il n'a pas été soumis à toute une batterie de tests de torture en fait, définis par la norme UL 2594. Ces tests simulent les pires scénarios: surtension, court-circuit, exposition à l'eau, chaleur extrême. D'accord. Ils s'assurent que même en cas de problème, l'appareil va se mettre en sécurité au lieu de, par exemple, prendre feu. Il faut voir un chargeur non pas comme un gadget, mais comme un équipement de sécurité. Il gère une puissance énorme, en continu, pendant des heures. Avec un appareil non certifié, on risque gros. Du court-circuit au choc électrique et dans le pire des cas à un incendie. Je dois avouer que je suis un peu sceptique. Des centaines, parfois des milliers de gens laissent des avis 5 étoiles. Ils disent tous « ça marche super bien, recharge rapide ». Est-ce que le risque d'incendie n'est pas un peu exagéré? On parle d'un cas sur 1 million peut-être? C'est le piège parfait de la preuve sociale.
Les avis clients sont un très mauvais indicateur de la sécurité électrique. Un produit peut très bien fonctionner pour 999 personnes dans des conditions idéales. Mais c'est la millième personne chez qui il y aura une petite surtension ou une journée de canicule qui verra sa maison brûler. La certification, ce n'est pas pour s'assurer que ça marche bien. C'est pour s'assurer que quand ça se passe mal, ça ne se termine pas en catastrophe. D'accord, l'argument est solide. Et on a une source incroyable à ce sujet. Un ingénieur électricien spécialisé dans la recharge a partagé sur Reddit une expérience qu'il a menée lui-même. Intrigué, il a acheté un de ses chargeurs best-seller sur Amazon, un modèle non certifié mais plein de bons commentaires, censé gérer 40 ampères. Il l'a branché dans son labo. Et alors? Il a réglé la charge à seulement 32 ampères, donc 20% en dessous du maximum annoncé. En à peine 30 minutes, il a mesuré la température des contacts métalliques à l'intérieur de la prise. Ils avaient atteint 95 degrés Celsius. Attendez, 95 degrés? En 30 minutes et même pas à pleine puissance? C'est terrifiant, c'est la température d'un café brûlant, mais à l'intérieur de nos murs. Ça montre bien que les avis 5 étoiles ne veulent rien dire si l'appareil n'a pas été testé pour les situations extrêmes. Précisément. L'ingénieur a conclu en disant « ça n'a pas encore fondu, mais c'est le genre de situation qui précède un incendie. C'est une bombe à retardement ». On ne peut donc pas se fier aux étoiles. Et les descriptions de produits sur Amazon, alors j'imagine que les vendeurs doivent bien rassurer les clients sur la sécurité. Ils sont très malins. L'article du magazine Charge met en garde contre des phrases vagues, trompeuses. On voit souvent des choses comme « conçu selon les normes EVSE » ou « conforme aux standards UL ». Ça a l'air bien pourtant. Sauf que ça ne veut absolument rien dire, c'est du marketing. C'est comme dire cette voiture a été conçue en pensant aux règles de sécurité. Ça ne garantit pas qu'elle a passé le moindre crash test. C'est une nuance subtile mais essentielle. Qu'est-ce qu'on doit chercher alors? Quelle est la phrase magique? Il n'y a pas de phrase magique, il y a un saut. Il faut chercher une déclaration claire. Ce produit est certifié et listé par UL ou listé ETL. Et surtout, le logo officiel doit être présent non seulement sur la page Amazon, mais physiquement moulé ou imprimé sur l'étiquette de l'appareil lui-même. Si ce n'est pas le cas, c'est un drapeau rouge géant. D'accord, donc on a notre chargeur certifié UL, on a évité le piège d'Amazon, on est en sécurité, on peut le brancher et dormir tranquille. J'ai le sentiment que c'est pas si simple. Tu as bien raison, le chargeur n'est qu'une partie de l'équation. Maintenant, on arrive à ce que plusieurs de nos sources appellent le maillon faible, la prise murale. C'est un point de défaillance majeure et la plupart des gens l'ignorent complètement. La prise? Mais une prise, c'est une prise, non? On utilise le format NEMA 1450, c'est le même que pour une cuisinière. En apparence, oui, mais un guide technique très détaillé qu'on a consulté insiste sur une différence cruciale entre une prise de qualité résidentielle, qu'on trouve pour 15 $ au magasin de bricolage, et une prise de qualité industrielle ou, mieux encore, EV Grade, qui peut coûter 80 ou 100 $. Quelle peut bien être la différence pour un tel écart de prix? Elles ont l'air identiques. Tout est dans les matériaux, ce qu'on ne voit pas. La prise standard est faite en thermoplastique simple. Elle est conçue pour un usage intermittent. Pense à un four, il tire beaucoup de courant pour préchauffer, puis il s'allume et s'éteint. C'est un sprint. D'accord. Un chargeur de véhicule électrique, c'est un marathon. C'est ce qu'on appelle une charge continue. Il va tirer un courant très élevé, sans interruption, pendant 6, 8, parfois 12 heures d'affilée. Et le plastique de la prise standard n'aime pas les marathons, j'imagine? Intérieurs, qui sont moins robustes, perdent leur tension et se desserrent. Et une connexion lâche, ça augmente la résistance électrique, ce qui génère encore plus de chaleur. C'est un cercle vicieux, un emballement thermique, qui se termine inévitablement par une prise fondue. Et on en a la preuve. Ironiquement, en cherchant des photos, on en a trouvé plein dans les avis sur Amazon. Des clients qui ont acheté un chargeur, même un bon, et qui postent des photos de leur prise NEMA 1450 complètement carbonisée, avec la fiche du chargeur fondue dedans. C'est la démonstration parfaite. Les modèles de qualité industrielle, eux, utilisent des matériaux beaucoup plus résistants, comme des composites thermodurcissables qui ne se déforment pas avec la chaleur. Leurs contacts internes sont plus épais, mieux conçus. Donc, même avec un chargeur certifié UL à 1000 $, si on le branche sur une prise bas de gamme à 15 $, on installe quand même un risque d'incendie chez soi. C'est comme mettre des pneus de vélo sur une voiture de course. C'est l'analogie parfaite, absolument. Le système n'est pas plus solide que son maillon le plus faible. Tout ça devient de plus en plus complexe. Ce qui m'amène à la question suivante, l'installation.
On voit plein de modèles plugins qui se branchent simplement dans cette fameuse prise. Et bon, je suis assez bricoleur. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire appel à un électricien pour installer une simple prise 240 volts? Toutes nos sources sont unanimes et catégoriques. C'est une très très mauvaise idée. Le bricolage en matière de recharge de VE est à proscrire. Un article du blog All Things Electric est particulièrement direct là-dessus. Installer cette prise, ce n'est pas comme changer une ampoule. Il faut tirer un nouveau circuit dédié depuis le panneau électrique, choisir un disjoncteur adapté et surtout, utiliser un fil de calibre suffisant pour supporter cette charge continue. Et quels sont les risques si on se trompe? Si, par exemple, on utilise un fil un peu trop fin parce que c'est ce qu'on a sous la main? C'est l'erreur la plus courante et la plus dangereuse. Un fil sous-dimensionné va agir comme une résistance. Il va chauffer, surchauffer et potentiellement faire fondre son isolant à l'intérieur des murs. C'est un risque d'incendie invisible et silencieux. D'accord. Et puis il y a l'aspect légal. C'est-à-dire? Ce type d'installation requiert presque toujours un permis de la municipalité et une inspection. Si on fait les travaux soi-même, on saute ces étapes. Et là, on tombe sur une conséquence à laquelle personne ne pense: l'assurance habitation. En cas d'incendie, si l'enquête révèle que le sinistre a été causé par des travaux électriques non conformes et non autorisés, l'assureur a tout à fait le droit de refuser de couvrir les dommages. C'est un point crucial. Donc, on pourrait économiser quelques centaines de dollars sur l'installation, mais risquer de perdre sa maison sans aucune couverture d'assurance. Le calcul est vite fait. C'est un pari insensé. Totalement. L'électricien agréé n'est pas une option, c'est une nécessité. D'accord. Admettons que je sois convaincu. Je cherche un électricien. Comment je m'assure qu'il est compétent pour ce travail? N'importe quel électricien peut le faire? Il faut être vigilant. D'abord, évidemment, vérifier sa licence. Ensuite, il faut lui demander explicitement: est-ce que vous vous occupez du permis et de l'inspection? S'il hésite ou dit que c'est pas nécessaire, c'est un très mauvais signe. Et puis, demandez-lui son expérience avec les chargeurs de VE. Et il existe une sorte de certification spéciale pour ça? Oui, et c'est le conseil ultime qu'on a trouvé dans un guide pro. Il existe une certification qui s'appelle EVITP, pour Electric Vehicle Infrastructure Training Program. C'est un peu le gold standard dans le domaine. Si on peut en trouver un, c'est la meilleure garantie possible. Alors, si on résume tout ça, l'idée de recharger sa voiture électrique tranquillement chez soi est géniale. Mais le chemin pour y arriver est bien plus piégeux qu'il n'y paraît. Ça ne se résume pas à trouver la meilleure offre sur Amazon. Il faut d'abord traquer ce fameux logo de certification UL ou ETL sur le chargeur, puis s'assurer que chaque composant, jusqu'à la prise murale, est de qualité industrielle. Et enfin, la règle d'or, ne jamais, jamais tenter l'installation soi-même. C'est exactement ça. La tentation est forte d'économiser 200 dollars sur un chargeur non certifié ou 400 dollars en faisant appel à un ami qui s'y connaît. Mais toutes nos sources convergent vers la même conclusion. C'est un pari qui met en jeu la sécurité de sa maison et de sa famille. L'économie ne vaut tout simplement pas le risque. C'est incroyablement éclairant. On pense acheter un produit moderne, écologique, et on peut, sans le savoir, installer une technologie dangereuse et dépassée dans ses murs. Et ça nous amène à une réflexion plus large pour conclure. À mesure que le monde entier bascule vers l'électrique, c'est toute notre conception de l'électricité résidentielle qui est en train de changer. Le Code national de l'électricité américain, qui influence les normes partout, s'adapte déjà. Une des sources mentionne qu'une mise à jour prévue pour 2026 va probablement exiger que seules les prises spécifiquement listées UL pour un usage VE soient autorisées pour la recharge. C'est une excellente nouvelle. Oui, mais ça soulève une question fascinante. Est-ce que l'infrastructure électrique de nos maisons, construite il y a 20, 40, même 60 ans, est réellement prête pour cette transition? On a parlé des prises, mais quels autres composants standards de nos foyers, les disjoncteurs, les panneaux, le câblage principal, pourraient se révéler inadaptés face aux exigences de ces nouvelles technologies à haute puissance et à usage continu? On n'a peut-être encore vu que la pointe de l'iceberg.